monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Les sénateurs ont repris le travail depuis la rentrée solennelle. La Chambre haute du Parlement se dote d'un calendrier de travail. Il couvre la période du 17 avril au 6 juin 2023. Il est prévu l'examen d'une trentaine de projets de loi, 2 séances d'information parlementaire et des visites d'infrastructures réalisées par l'État de Côte d'Ivoire. La lutte contre l'orpaillage clandestin s'accentue. L'Union européenne vient d'engager 1,6 milliard de francs CFA pour des actions à Tengrela dans le nord du pays. Une enveloppe qui a permis la réalisation d'infrastructures sécuritaires, sociales et éducatives. Les populations appellent à une phase 2 du projet. L'insertion socio-professionnelle de la jeunesse est aussi une préoccupation au cœur des actions. La phase 2 du projet C2D, volet emploi jeunes, est en cours. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et l'Agence française de développement se réunissent à Grand Bassam. Le dispositif pour le Sud Como est présenté, 820 jeunes bénéficiaires ciblés. Au Soudan, cela fait 2 semaines de conflit. Pour la 3e fois, la trêve a volé en éclats. Khartoum s'est de nouveau réveillé avec des bombardements, des échanges de tirs et le survol d'hélicoptères. Le dernier bilan de l'OMS s'élève à 413 morts. Sa voix s'est élevée au-dessus des 18 montagnes pour se faire entendre dans le reste du pays. Aujourd'hui, elle a traversé les frontières ivoiriennes. Son inspiration trouve sa source dans ses racines traditionnelles, dans suavement orchestrées dans du reggae ou encore du groove pour chanter Dieu. Guéhi Glé-Léon est assurément l'une des figures clés de l'éclosion et de la vulgarisation de la musique gospel en Côte d'Ivoire. 25 ans de carrière, sanctionnée par 6 albums et 4 singles, un tiercé d'or de la musique ivoirienne en 2008. Onel Mala, bonsoir. Bonsoir, Kolo. Quelle carrière, bravo. À Dieu soit toute la gloire. D'accord, alors on va parler de cette carrière. 25 ans, on peut en dire beaucoup, mais on en dira peut-être juste un peu, dans une trentaine de minutes. En tout cas, j'ai hâte. D'accord, on se retrouve donc tout à l'heure le temps de faire le tour de l'actualité qui nous amène à Yamoussoukro. Le Sénat de Côte d'Ivoire, après sa rentrée le 13 avril dernier, se dote d'un calendrier de travail. Il couvre la période du 17 avril au 6 juin 2023. Il est prévu l'examen d'une trentaine de projets de loi, 2 séances d'information parlementaire et des visites d'infrastructures réalisées par l'État. Le reportage de Kader Sogodogo. La rentrée des classes est effective au Sénat depuis le 13 avril dernier. Il est temps de se doter d'un calendrier de travail. C'est tout le sens de cette séance présidée par la vice-présidente Emilienne Bobi-Assa. 30 projets de loi à examiner, 2 séances d'information sur la bonne gouvernance avec notamment le rôle des parlementaires, et l'évaluation des politiques publiques avec la Cour des comptes, et enfin, des visites de chantiers réalisées par l'État de Côte d'Ivoire dans le cadre de l'évaluation des politiques publiques sont à noter. Nous aurons 2 séances de visite des grandes infrastructures administratives et des chantiers, des grands chantiers de l'État de Côte d'Ivoire. Ce que nous pouvons retenir, ce sont ces 3 sujets. Mais il faut retenir également que l'exécutif était représenté à la conférence des présidents qui a adopté le projet d'ordre du jour que la plénière vient d'adopter. Ce calendrier de travail court sur la période du 17 avril au 6 juin 2023. Une autre institution au travail ici à Abidjan, le Conseil économique, social, environnemental et culturel, a organisé une conférence prononcée par le ministre de la Santé, Pierre Demba, a présenté une approche plus approfondie de la problématique de la drogue. C'est la 3e séance du genre qui se tient dans le cadre de la promotion et du suivi des avis adoptés par les conseillers en décembre 2022. Marie-Chantal Akanda. L'usage de la drogue est un phénomène qui retient l'attention. Un problème social qui suscite davantage l'intervention des pouvoirs publics en vue d'apporter des solutions. Une des difficultés à laquelle les autorités se heurtent très souvent est la solution pour y remédier. Pour le Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, la question doit être traitée urgemment. Le ministre de la Santé
fait l'état des lieux de l'impact de ces stupéfiants sur la jeunesse en Côte d'Ivoire. Des conséquences néfastes sont connues de l'utilisation de la drogue. Le ministre de la Santé fait un plaidoyer à l'endroit du CESEC pour son appui et son accompagnement dans la politique de guerre contre la drogue. Donc je pense qu'aujourd'hui, qu'on implique tous les acteurs, que la sensibilisation soit prépondérante dans nos activités. Tous les actes de santé qu'on veut vraiment promouvoir, il faut payer. Quand c'est des médias publics, je pense que ça pose quand même un petit problème. Donc il faut peut-être que nous voyons comment la possibilité soit donnée sur ces questions essentielles-là, que la sensibilisation soit gratuite, à défaut peut-être faire des montants forfaitaires pour nous permettre donc d'être plus efficaces. À l'entame de cette rencontre, le président du CESEC, Eugène Aka-Awele, a relevé l'importance du sujet sur la drogue pour mieux orienter les réflexions en commission. Il est nécessaire de relever que le CESEC, dans son rapport sur jeunesse et drogue, a souligné l'urgence d'aller au-delà du dispositif de lutte contre le trafic de drogue pour apprécier les causes de l'intérêt que les jeunes portent à la drogue, les aspects relatifs à la production, à l'importation, à la circulation et bien entendu à la consommation de ces substances, sans perdre de vue la question centrale de la prise en charge de toxicomanie. Cette conférence a permis de mettre en lumière les enjeux majeurs et les défis à relever en Côte d'Ivoire sur la problématique de l'impact de la drogue sur la jeunesse. Le CESEC, en tant que chambre consultative, s'est dit mieux outillé pour émettre des avis pertinents et trouver des réponses adéquates et durables. Et voici justement une réponse, une solution au problème de la transformation artisanale des produits de la pêche et de l'aquaculture. Il est lancé un projet de développement des techniques de valorisation des produits halieutiques. Pro-valorisation va coûter plus d'1 milliard de francs CFA. Jean-Luc Bambou. Pro-valorisation. C'est un projet ambitieux que se propose de mettre en œuvre le ministère des Ressources animales et halieutiques. Outre sa mission de promouvoir la consommation des produits halieutiques, le projet qui est lancé a pour objectif de valoriser les acteurs de la transformation des sous-produits de la pêche. Les femmes transformatrices de poissons sont confrontées à plusieurs problèmes, notamment la dégradation de leurs conditions sociales et de travail, leur faible capacité managériale, le difficile accès au financement pour leurs activités et le manque de reconnaissance et de considération qui rend difficile l'accomplissement de leur mission. Le projet Pro-valorisation apparaît comme une des voies de résolution des problèmes auxquels font face les acteurs du sous-secteur de la transformation artisanale des produits de pêche et d'aquaculture. D'un coût global de 2,71 milliards de francs CFA et d'une durée de 3 ans, le projet sera mis en œuvre sur toute l'étendue du territoire national. Il fait partie des réformes majeures initiées par le ministère des Ressources animales et halieutiques. Aujourd'hui, la qualité des produits est devenue une exigence des consommateurs et un facteur de compétitivité des entreprises. Avec la mise en place du projet Pro-valorisation, nos opératrices qui opèrent dans le domaine de la transformation artisanale des produits de pêche pourront trouver un cadre propice pour les accompagner à relever tous les défis du secteur et du marché. Le projet Pro-valorisation devrait à terme permettre notamment de former 1400 jeunes et femmes aux techniques de production, d'installer environ 400 jeunes promoteurs, de créer, former et équiper 45 associations de transformatrices. Et comme on vient de le voir, le secteur halieutique est aussi pourvoyeur d'emplois pour les jeunes. La question de l'insertion socio-professionnelle, justement, au cœur de l'action gouvernementale. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et l'Agence française de développement Iteta Rambassam, ils ont présenté le dispositif pour le Sud Comoé, 820 jeunes bénéficiaires ciblés. À Midiara Souba, Jean-Marc Djadji. 820 jeunes âgés de 18 à 40 ans, issus de la région du Sud Comoé, bénéficient du projet C2 Emploi Jeunes. L'initiative est du ministère de la Promotion de la Jeunesse en collaboration avec l'Agence française de développement, AFD. Financée à hauteur de 513 millions de francs CFA, cette phase 2 vise à promouvoir la politique gouvernementale en termes d'insertion des jeunes dans le Sud Comoé. Ma soeur et moi, on avait un rêve qu'on ne pouvait pas réaliser.
Mais par la grâce de Dieu, grâce à ce projet, on a pu réaliser. 2023, décrété année de la jeunesse par le président de la République, ce projet constitue une priorité pour les jeunes de cette région. Ce projet est l'une des meilleures démonstrations de ce que nous, conseils régionaux, nous traduisons, nous déclinons sur le terrain la vision politique du président Alassane Ouattara. Il est logique que ça soit quelque chose de prioritaire pour notre coopération avec la Côte d'Ivoire, notamment dans le cadre du C2D. Et c'est pour ça qu'avec le 3e C2D, on va changer d'échelle. On va passer de 8 milliards de francs CFA à plus de 50 milliards de francs CFA pour accompagner les efforts de la Côte d'Ivoire. Ce projet est axé sur 2 piliers majeurs, à savoir l'accompagnement au développement d'activités économiques à petite échelle, AGR, et la création de micro et petites entreprises, MPE, a confirmé Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Insertion professionnelle. Au-delà donc de ce qui sera fait dans les prochains jours, c'est aussi un financement de plus de 1,5 milliard mobilisé pour la région pour 2800 jeunes, en plus d'autres initiatives que le gouvernement entreprendra donc dans la région du Sud Comoé pour les jeunes du Sud Comoé. 15 régions au total sont concernées par la phase 2 de ce projet. Sur la période de 2013 à 2021, la phase 1 du projet C2D Emploi Jeunes a permis d'insérer 46 272 jeunes. Et dans l'actualité ce soir, le ministère des Transports fait le point du retrait des permis de conduire. Au premier trimestre 2023, et tenez-vous bien, la commission a retiré 135 permis. 26 autres ont été suspendus. Avec ceci, les délibérations ont porté sur 46 dossiers. Abidjan est concerné par 69% des accidents. C'est ce que nous rapporte Didier Nguessan. Ils sont impliqués dans des accidents de la circulation entre 2020 et le premier trimestre 2023. Certains de ces accidents ont occasionné la mort et causé de nombreux blessés. Les mises en cause sont auditionnées devant la commission de retrait et de suspension de permis de conduire. Les circonstances des accidents sont passées au peigne fin pour situer les responsabilités des automobilistes selon leur niveau d'implication et la gravité ou non des cas. J'ai vu une voiture sur ma voie. À la lui, il venait, je ne pouvais rien faire. On est venu se croiser, il y a eu un accident. Il y a une famille. La loi, c'est la loi. Je viens de sortir d'une situation difficile. D'abord, moralement, ça m'a affecté parce que quelqu'un meurt à partir de ma voiture. C'est vrai que le constat m'a favorisé, mais il faut que les dieux me pardonnent aussi et que l'État aussi me pardonne. Alors, je vais rouler prudemment. Sur 46 dossiers traités à cette session, 9 concernent des accidents mortels, 16 accidents corporels, 13 accidents matériels et 8 autres infractions. Sur 183 dossiers analysés, nous avons malheureusement une forte proportion de cas de décès. Et cela est regrettable. Nous avons eu des cas de conduite en état d'ivresse. Et comme ces cas sont des sanctions prévues dans le cadre donc, du permis à points, nous allons les reverser au Centre de gestion intégrée de la mobilité urbaine pour que ceux qui étaient dans cette situation de conduite en état d'ivresse voient leur permis retiré, 6 points retirés sur leur capital de permis. Au premier trimestre 2023, la commission a délibéré sur 183 accidents et suspendu de manière ferme 135 permis de conduire pour une période allant d'un mois à plus de 10 ans. 26 autres permis sont suspendus avec sursis et 4 autres ont été restitués. Alors attention dans la circulation et dans l'actualité ce soir. Retour sur la célébration de l'Aïd el-Fitr. Hier, dans tout le pays, la fête est marquée par la fin du Ramadan. Les fidèles étaient dans les mosquées pour la prière. Voici quelques échos. La communauté musulmane de la mosquée d'Abobo, dirigée par l'imam Yacouba Sangaré, a célébré l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois du croissant lunaire. Par conséquent, l'imam Sangaré a rappelé que le mois du Ramadan est un mois de partage et de prise de conscience. Au-delà de l'aspect festif, c'est une occasion pour les musulmans de se rappeler des défunts qui les ont précédés. De façon solennelle, l'imam a félicité tous les Ivoiriens qui œuvrent au quotidien à la préservation de la paix, gage du vivre ensemble en Côte d'Ivoire. La communauté musulmane de Yopougon camp militaire n'a pas voulu se faire compter la prière de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du jeûne du Ramadan. Pour l'occasion, la grande mosquée du quartier est devenue exiguë.
Moment fort de cette cérémonie, la prière de 2 rakats et le sermon de l'imam El Hadj Daouda Doumbia. Sermon autour du repentir sincère. Il a également invité les fidèles à prôner l'amour et à être solidaires envers leurs prochains. À la mosquée centrale d'Abouasso, la communauté musulmane a célébré l'Aïd el-Fitr. Cette prière marque la fin du jeûne du Ramadan. C'est l'imam Abou Diabagaté qui a dirigé la prière du jour. Il a invité les fidèles à demeurer dans la piété. Autre lieu de prière, la place Étienne-Légan. Les guides religieux, les autorités administratives et politiques ont tous prié pour la cohésion et le vivre ensemble. Dans leur invocation à Allah, les jeunes placent beaucoup d'espoir en la réalisation de leurs vœux en cette année 2023 dédiée à la jeunesse. Mosquée de la coquette cité de Badika. Nous sommes dans le département de Niakaramadougou, dans la région du Hambol. Jour de l'Aïd el-Fitr. L'imam El Hadj Aboubakar Traoré dirige les 2 rakats. La prière terminée, place au sermon. L'imam invite la communauté musulmane de Badika au partage, à la solidarité et à la foi. La communauté musulmane de Badika a également élevé des prières pour le président de la République, Alassane Ouattara, pour la Côte d'Ivoire et surtout pour les cadres de Badika. La prière de l'Aïd el-Fitr est officiellement dite à la mosquée principale de Ferkessédougou sous la présidence du préfet et en présence de cadres de la région du Tchologo, dont le procureur général près la cour d'appel d'Abidjan, Ali Yeo. L'occasion pour l'imam Lamine Koné d'appeler à demeurer dans la prière et à mettre les retombées du mois béni du Ramadan au service du renforcement du vivre ensemble, de la sécurité et de la paix. Objectif, développement de la Côte d'Ivoire pour l'épanouissement des populations, notamment celle du Tchologo, ainsi que sans cesse y travaille le président Alassane Ouattara. Espace Mouila de Mankounou, lieu qui abrite la prière de l'Aïd el-Fitr. Quelques minutes plus tard, l'imam Mamadou Karamoko et sa délégation font leur entrée sous le son des tambours. Pour la prière de l'Aïd el-Fitr, seulement 2 rakats sont prescrits. Le célébrant du jour, dans son sermon, invite les disciples de Mahomet à demeurer dans la prière, le partage, la solidarité et la cohésion. Occasion pour les fidèles musulmans d'adresser des prières à Dieu qui les a permis de terminer le Ramadan en bonne santé. Pour la paix, la cohésion ainsi que des élections municipales et régionales apaisées en Côte d'Ivoire. Les fidèles musulmans ont célébré l'Aïd el-Fitr à la mosquée du quartier Mandiok de Daloa. L'imam Seydou Traoré, dans son sermon, il a invité les fidèles musulmans à la cohésion et au partage. Le guide religieux est revenu sur les acquis du mois de Ramadan. Il a fait des prières à l'endroit du président de la République, Alassane Ouattara, et son gouvernement. Après la prière, musulmans, chrétiens et les fidèles d'autres confessions religieuses ont été conviés à un partage de mets au domicile de El Hadj Ali Koulibaly. Vêtus de leurs plus beaux habits, les fidèles musulmans ont pris d'assaut l'esplanade de la mosquée Al-Mustafa Sy de Daloa pour l'accomplissement de 2 rakats dédiés à la prière de l'Aïd el-Fitr. Dans son sermon, l'imam Mohamed Youssouf Diaby exhorte les fidèles au pardon et à la tolérance. Il ordonne la prière et fait des bénédictions à l'endroit des autorités du pays. Après les bénédictions de l'imam, les fidèles ont exprimé leur attachement à la cohésion et au pardon. Les fidèles de Méagui ont pris d'assaut la grande mosquée de la ville pour traduire leur reconnaissance à Allah pour toutes ses grâces en leur faveur. Reconnaissance qu'ils expriment tout d'abord par l'exécution des 2 rakats de l'Aïd el-Fitr avant d'accorder une oreille attentive au prêche de l'imam. Ce dernier a exhorté l'ensemble des populations à plus de tolérance, de pardon et d'amour réciproque. Le village de Yipi, dans la localité de Méagui, n'a pas dérogé à la tradition. Venus en grand nombre, les fidèles sous la direction de l'imam Moustapha Savadogo ont invoqué Dieu afin que l'amour, la tolérance et le partage règnent davantage au sein de leur communauté. Et à Katioula, c'était aussi la fête, mais parlons des nombreux tapis de prière pour les 50 mosquées de la commune. Ce sont au total 1500 qui ont été remis par le maire Thomas Camara à la communauté musulmane. Kader Sogodogo. Des tapis de prière, 1500 au total, destinés aux 50 mosquées de la commune de Katioula. C'est une action du maire Camara Thomas
au nom du président de la République Alassane Ouattara à l'endroit de la communauté musulmane de la cité du Hambol. Nous avons voulu profiter de la fin du carême pour inviter les imams et les responsables des 47 mosquées de la commune de Katiola à l'effet d'implorer les bénédictions pour le président de la République, afin qu'il ait la santé et qu'il ait les grâces nécessaires pour continuer de diriger le pays comme il l'a si bien fait depuis qu'il est arrivé à la tête de la Côte d'Ivoire. Pour l'imam principal El Hadj Seydou Sogodougou, cette action symbolise tout le sens du Ramadan, à savoir le partage et la générosité. On remercie Dieu, donc il n'a qu'à nous exaucer donc les prières. Et puis il n'a qu'à donner la force à notre président de la République, donc avec tout le gouvernement. Donc vraiment, donc on est tous contents. Et on va partager les tapis là comme il faut. Donc tout le monde va avoir. Séance de lecture intégrale du Coran par l'ensemble des imams de Katiola. Des prières à l'endroit du chef de l'État et pour la Côte d'Ivoire ont mis fin à la cérémonie. Ici à Abidjan, autre chose dans l'actualité, un bâtiment de type R+3 menaçant ruine dans la commune de Makori a été détruit. La structure de l'immeuble s'est fragilisée à cause des travaux de construction d'un autre de type R+9, ce qui met à mal la sécurisation du cadre bâti de l'opération que l'on voit avec Sephorazegui. Makori, zone 4C, boulevard Valérie Giscard d'Estaing. Cet immeuble dont la structure s'est fragilisée à cause des travaux de construction d'un autre immeuble R+9, construit sur un terrain contigu, constitue un danger pour les riverains. L'affaire portée devant les tribunaux qui opposaient une entreprise étrangère et la famille Fanny est pendante depuis près d'une année. Le mardi 18 avril dernier, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, à travers la plateforme collaborative des contrôles des constructions, a finalement procédé à la démolition de ce bâtiment afin de prévenir un danger. Le ministère invite une fois de plus les maîtres d'ouvrage à faire preuve de civisme et de responsabilité en tenant compte des bâtiments contigus dans la réalisation de leurs travaux, tout en insistant sur le respect des normes de construction, surtout pendant cette période pluvieuse. La pyramide, un bâtiment, jadis qui a fait la fierté de la commune du Plateau dans la belle cité des affaires. L'immeuble a été conçu il y a 50 ans dans le style brutaliste, une œuvre futuriste qui a longtemps fait la vitrine de la métropole Abidjan. Aujourd'hui, pourtant, la pyramide est laissée à l'abandon, inoccupée depuis de longues années, mais peut-être bientôt la renaissance. Pour l'heure, il vient de connaître une nouvelle jeunesse. Avec Jean-Marc Diadji, voyons le projet Pyramide 2023, demain est déjà né. Une architecture sur une base de fond coloré, une sorte de dégradé orangé ocre sur les façades de l'immeuble La Pyramide dans la commune du Plateau. C'est la fresque géante conçue sur cet édifice de plus de 60 mètres de haut de style moderniste. Signe d'une seconde vie pour cette architecture novatrice, preuve du miracle ivoirien des années 70. Le projet Pyramide 2023 demain est déjà né et restitué au public en présence d'une forte délégation ministérielle composée des ministres de la Culture, du Tourisme et de la Construction. Cette réhabilitation s'inscrit dans le cadre de la vision Plateau Smart City. Ces travaux qui donnent au paysage urbain de notre commune un autre visage s'intègrent parfaitement dans la dynamique de la Smart City que nous sommes en train d'impulser au Plateau. Cité verte, intelligente, connectée, sécurisée. Cet ouvrage avant-gardiste fut réalisé par 6 artistes d'Europe et de Côte d'Ivoire sous la supervision de Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie. C'était aussi l'occasion de montrer le talent et la force du talent de nos jeunes. Vous savez bien que cette année leur est consacrée. Et autour de ce projet, il y avait aussi la possibilité et surtout la volonté que nos jeunes puissent exprimer leurs différents talents artistiques. L'aboutissement du projet Pyramide 2023 demain est déjà né, réjouit Alain Donvaï, président de la COP15, et le ministre du Tourisme, Siandou Fofana. Notre rôle est éminemment important. Pour la suite, il va falloir se battre pour que cette œuvre iconique
qui est un produit d'appel pour le tourisme ivoirien, puisse renaître. L'immeuble La Pyramide est propriété de l'État de Côte d'Ivoire depuis août 2021. Ce projet sonne comme un nouveau départ pour le ministre Bruno Koné avant sa réhabilitation totale. C'est une œuvre d'art en quelque sorte, donc il faut maintenir cet esprit-là d'œuvre d'art et nous pensons, nous avons déjà quelques personnes, quelques investisseurs intéressés avec qui nous continuons de discuter. J'ai bon espoir qu'avant la fin de cette année, nous allons prendre la décision définitive. Cette exposition est initiée à l'occasion des 50 ans de l'édifice, ouvrage de l'architecte Rinaldo Olivieri, avec le concours de son homologue ivoirien Raymond Akaadjo entre 1968 et 1973, dans le style brutaliste. Peut-être un jour une pyramide atteindrait là. Mais pour l'instant, c'est l'orpaillage illégal qui préoccupe. La lutte s'accentue. L'Union européenne vient justement de dégager 1,6 milliard de francs CFA, une enveloppe qui a permis la réalisation d'infrastructures sécuritaires, sociales et éducatives. Après le bilan satisfaisant, les populations attendent une phase 2 du projet. On le voit avec Walter Amadou Ouattara. Les recommandations sont d'ordre holistique et aussi spécifique, dont l'objectif consiste dans un premier temps à revisiter le code minier qui puisse se dérouler dans des conditions idoines. Ces recommandations sont faites après la restitution d'une étude sociale et sécuritaire liée à l'orpaillage dans le département de Tengrela. Cette étude fait partie du plan d'action du projet d'appui à la sécurisation et à la valorisation de l'exploitation aurifère artisanale comme facteur de développement et de cohésion sociale au nord de la Côte d'Ivoire, dénommé Secorsi. Le projet Secorsi s'inscrit pleinement dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage illégal dans notre pays. On a fait la réhabilitation de la brigade de Tengrela, dotée de 2 véhicules 4x4, 6 motos, une installation communication VHS et des logements pour 32 gendarmes. La gendarmerie de Papara a été construite également et le projet a permis la formation de 40 gendarmes et policiers sur le code minier et les problématiques liées à l'exploitation aurifère. La création de 3 coopératives minières. Pour le renforcement de la cohésion et de la quiétude, dans le département de Tengrela, l'autorité préfectorale souhaite une seconde phase du projet. Nous souhaitons leur validation pour que vraiment nous puissions efficacement lutter ensemble contre ce phénomène de l'orpaillage qui est vraiment en pleine extension dans le département de Tengrela. Environ 2 milliards de francs CFA ont été investis par l'Union européenne à travers l'ONG Cogenta afin de mieux organiser l'exploitation minière artisanale et à petite échelle à Tengrela. Dans le reste de l'actualité au Soudan, cela fait 2 semaines de conflit. Pour la 3e fois, la trêve a volé en éclats. Khartoum s'est de nouveau réveillé avec des bombardements, des échanges de tirs et le survol d'hélicoptères. Le dernier bilan de l'OMS s'élevait à 413 morts. OCHA parle aussi de combats à Shafer, au Darfour, encore sur la route de Khartoum-Madani, l'une des principales voies pour fuir la capitale. Et selon l'OIM, de multiples déplacements de population sont signalés à Khartoum, dans les régions autour de la ville ou encore au Darfour. Et voici la page consacrée à la culture. Le comité d'organisation du FEMUA était à Lomé. Le Togo est le pays invité de ce 15e festival des musiques urbaines d'Anoumambo. À Salfo, le commissaire général a donné les différentes articulations aux acteurs culturels togolais. Jean Magadi. Le comité d'organisation du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, FEMUA, en terre togolaise. Le pays cher au président Faure Gnassingbé sera le pays invité d'honneur pour la 15e édition de cet événement artistique. Le Togo étant une nation multiculturelle, le commissaire général Salif Traoré dit à Salfo sonne la mobilisation de tous les artistes et mécènes du pays. Nous sommes venus au Togo avec une délégation du commissariat général pour tenir informés tous les acteurs togolais et pour annoncer officiellement le programme du pays invité d'honneur. C'est pourquoi vous avez vu à nos côtés monsieur le ministre de la Culture et du Tourisme. Le ministre de la Culture et du Tourisme, Dr Kossi Lamadokou, a salué l'honneur fait au Togo avant de réaffirmer l'engagement du gouvernement togolais à mettre tout en place
afin de faire de leur présence au FEMIA une exception. L'artiste togolais Centrinos Raphaël est tête d'affiche. Le FEMIA 15 démarrera du 25 au 30 avril 2023 à Abidjan et à Bouaké. La journée du 26 avril prochain sera dédiée au Togo. Revenons sur le spectacle Bonjour 2023 à Bouaké. Dans cette ville du centre du pays, la RTI a permis à la population de passer un agréable moment avec les humoristes dans ce reportage. Voici l'ambiance. Place de la paix de Bouaké. C'est ici que humoristes, équipe de production de l'émission Bonjour, élus, cadres et population de Bouaké se sont donné rendez-vous pour des moments de rire et de gaieté. Mais moi je t'ai dit, je mange à casser avec piment. Mais moi je t'ai dit, je mange à casser. Maman comment aime yomo. Monsieur Paul Dakio, le directeur général de la RTI, monsieur Fosséline Dambélé, m'a demandé de vous dire, de transmettre au ministre des Transports toute sa gratitude. C'est lui qui nous permet d'être ici ce soir. Et il m'a demandé de saluer le public et la population de Bouaké qui ont un engouement certain pour cette production de la RTI. C'est une fierté pour nous. Le représentant du parrain a, à cette fête humoristique, exhorté les populations du Bouaké à privilégier le vivre ensemble et la solidarité, non sans exprimer sa reconnaissance au directeur général de la RTI pour cette émission d'humour. Bonjour est devenu une institution que la RTI a su imprimer à toute la Côte d'Ivoire. Et Bouaké ne pouvait pas être en reste. C'est pourquoi le ministre Amadou Koné a décidé d'offrir ce spectacle. Donc, Bouakéens, Bouakéennes, le rire est chez vous. Profitez-en le plus possible grâce au ministre Amadou Koné. Le message du représentant du parrain, reçu 5 sur 5 par les populations qui disent avoir été séduites par la qualité des prestations des humoristes. J'ai aimé, j'ai apprécié. J'aimerais dire merci à la RTI, dire merci au parrain, le ministre des Transports, Amadou Koné. Chaque année, il faut que ça revienne ici. Ils ont été à la hauteur. Ils ont bien presté, on s'est bien amusé aussi. Nous remercions le ministre pour nous avoir écueillis, pour nous avoir donné cette occasion. Vraiment, nous avons bien ri. Après Bouaké, équipe de production et humoristes se disent prêts à affronter dans quelques jours le public de Korogo pour plus d'humour et de rire. Et nous retrouvons l'invité de la page culture, Onel Mala, 25 ans. Dans la musique, nous en parlons tout de suite. Mais comment on est passé de Guy Léon à Onel Mala? Quelle est la petite histoire derrière? La petite histoire, c'est que Léon est mon prénom à l'état civil. Et comme mon staff a trouvé que Léon, c'est le plus vieux nom, le plus vieux prénom français, que même le plus vieux des Français n'a plus envie de porter. Ils ont essayé de mixer les lettres de Léon. Soit dit en Léon. Voilà. Voilà. Et ça a donné Noël, ça a donné Nello, ça a donné Onel. Et on a trouvé Noël et Onel plus sympa. Et ils m'ont donné ce nom. Mais ça m'a créé ce que ça devait me créer dans l'église, parce qu'avant, on entendait dire le frère David, le frère Pierre, mais quelle histoire de Onel, mais puis Mala est venu s'ajouter dessus. La petite histoire est là et je bénis Dieu pour tout le staff qui y a travaillé, parce qu'aujourd'hui ça a fini par s'imposer. Oui, justement, comme cette musique qui a fini par s'imposer aussi avec un départ difficile, l'église qui concevait vraiment difficilement un reggae, du groove pour chanter Dieu, c'était très compliqué. À un moment donné, vous vous êtes dit, alors là il faut qu'Onel Mala arrête tout de suite. Oh non. Oh non, tu sais, quand la vision est là, Dieu te donne toujours les moyens moraux, les moyens psychologiques, spirituels, pour que tu puisses assumer la vision. Ça n'a pas été facile dès le départ, mais comme c'est l'œuvre de l'esprit qui finit toujours par s'imposer, tout je veux dire, l'effort que je devais fournir, c'est d'y croire. C'est l'effort que je devais fournir. Y croire malgré tout. Et Dieu soit loué, le temps étant l'autre nom de Dieu, ça m'a donné raison aujourd'hui. Le reggae est implanté partout. C'est vrai qu'il y a d'autres églises qui, jusqu'à l'heure ainsi, ont attrapé les poignées de la porte pour ne pas que j'entre, mais le reggae est déjà à l'intérieur. Mieux vaut, voilà, je suis dehors, mais le reggae est déjà à l'intérieur. Gloire à Dieu. Mais alors, comment Onel Mala arrive à la musique? Depuis peut-être son Logwalé natal, depuis les 18
Montagne. Après Abidjan, j'imagine, c'était un long parcours. Mais comment il arrive à la musique? C'est d'abord, il faut aimer la chose. Hein. Il faut dire aussi que j'ai eu la grâce de naître d'une mère elle-même chanteuse, donc la musique était déjà dans la cour avant que je ne naisse. Et il me fallait juste, attraper cela, adapter cela à mon mode de vie. Et Dieu soit loué, l'aventure aussi m'a permis de m'adapter aux choses de la ville, puisque ma mère chantait folklore au village. Voilà, c'est arrivé en ville à partir de 90, 91, que j'ai commencé à me frotter à ceux qui font de la musique moderne. Donc, à force de m'adapter, ça a fini par me réussir. Et voilà le résultat aujourd'hui. Et le résultat, là, 25 ans après, vous avez marqué le coup avec un concert au Palais de la Culture. On va regarder ce reportage de Serge Pacom Didi, Sephora Zegui, et on se retrouve. 25 ans que le chanteur Onel Mala est au service du Christ à travers le chant. 25 ans qu'il magnifie l'Éternel avec sa voix. 25 ans de présence sur la scène. Le chanteur célèbre ses années de sacerdoce musical. Chantez pour nous, devant un public acquis à sa cause, Onel Mala égrène des titres cultes de son riche répertoire. Une salle prestigieuse transformée pour la circonstance en un espace dancing. Onel Mala et ses musiciens font chanter et danser le public. Adoration, louange au rendez-vous. Grande solidarité artistique avec les présences de chanteurs et d'artistes évoluant dans différents genres et disciplines confondues, venus tous en soutien. 25 ans de carrière de Onel Mala, un bilan à mi-parcours, mais aussi de nouvelles orientations. Onel Mala encore plus dévoué à donner de la voix pour célébrer l'Éternel. Vous l'avez dit, 25 ans, pour vous, évidemment, le bilan est satisfaisant. Et je pense qu'il y a comme une sorte de constance dans votre progression. Il y a ce succès constant après ces 6 albums. Je pense par exemple à ce titre Zokoi qui est sorti de Lusha. Oui. Cet album sorti en 2006. En 2006, oui. Mais il n'y avait pas que les chrétiens, finalement, tout le monde s'y retrouvait. C'est quoi la clé de ce succès, finalement? Il faut dire que c'est Dieu. Tout est Dieu dans ce que je fais. Et ça ne dépend pas de moi. De moi-même, c'est naze, quoi. Mais à partir du moment où il y a Dieu dans cette affaire, la Bible dit que c'est avec Dieu. C'est qu'avec Dieu que l'exploit est possible. Et si nous sommes assis ici aujourd'hui en train d'en parler, c'est que Dieu a fait son travail depuis le départ. Depuis la sortie du premier album en 98, où ça n'était pas facile, mais quand Pierre laisse, c'est Paul qui récupère. Je veux dire, quand l'Église était en train de bouder un peu le côté reggae, c'était les tontons Bouba, la RTI qui récupérait, parce qu'on se dit, quand c'est bon, c'est bon. Et ça, c'est tout ça qui a œuvré au résultat que ça donne aujourd'hui. Le bilan est tellement positif que je ne peux que rendre gloire à l'Éternel et dire merci aussi à la RTI qui, depuis le départ, a été avec moi. Dans mes hauts, dans mes bas, ils ont toujours été là et m'ont donné des coups de pouce ça et là. Aujourd'hui, si je suis devenu Onel Mala, un renouveau que vous voyez, c'est parce que vous avez tous œuvré. Je voudrais profiter, si vous me permettez, de l'occasion pour saluer ici notre ministère de tutelle, le ministère de la Culture et de la Francophonie, qui a veillé à ce que, justement, ces 25 ans soient célébrés. Et Madame Remarque a mis à notre disposition son personnel qui a vraiment aidé aussi mon staff à réussir ce pari. Oui, évidemment. Alors, aujourd'hui, peut-être que vous pensez à comment vous encadrez plus jeune que vous. Je pense à Roselyne Layo, oui. Je pense à un jeune peut-être qui vous ressemble un peu, Cass Bloom. Cass Bloom, oui, Cass Bloom qui est ma relève.
je considère que KS Bloom, c'est lui qui est ma relève parce qu'il est venu avec un style nouveau, un style qui fait bouger le milieu de la jeunesse parce que mon vœu dans le temps, ma mission, c'était d'impacter le milieu de la jeunesse. Mais ce n'était pas très compris au départ et j'étais un peu persécuté, je me sentais seul devant la situation. Et quand KS Bloom est venu, au moment où je me disais, bon, écoutez, cette histoire-là, on dirait que ça ne prend pas trop, je vais changer un peu la donne. Quand KS Bloom est arrivé, j'ai dit, oh Seigneur, il y a un Dieu pour les gens comme moi. Donc, il était d'ailleurs au concert. Et puis il y a Roselyne Layo qu'on a vu à vos pieds. Oui. Il y a vraiment ce rapprochement. Oui, Roselyne Layo, c'est ma fille. Et elle est la relève aussi qui assure, la relève missionnaire, la relève qui évangélise. Parce que l'évangélisation, pour moi, ici, c'est le partage de témoignages, le partage du talent qu'on a, des biens que Dieu nous donne au service des autres, qui ne sont pas forcément dans les quatre murs de l'Église. Oui. Et KS Bloom et Roselyne Layo font bien. Oui, et vous les suiviez, ça se voit. Ils étaient à votre concert. Merci Onel Mala, merci pour ces 25 ans de carrière et disons vivement le cinquantenaire. Eh oui, merci à Sia Popo, merci à tout le staff, à Eli Oyedo. Merci à tout le monde. On ne pourra pas tous les citer. Voilà, merci surtout à la RTI. Que Dieu vous bénisse. Merci Onel Mala. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h ce soir. Le Sage vous apprend que sans connaître la marche de la poule, impossible d'imiter celle de la pèderie. Dieu le voulant, on se retrouve demain.